Merci Alain pour cette introduction qui déjà introduit certains des aspects et des éléments théoriques que je vais chercher à analyser en passant par des exemples. En passant par des exemples pour vous présenter d'abord l'orientation théorique de notre étude sur le phénomène pro-ANA, où déjà Alain a déjà commencé à introduire une autre manière de parler des sites web qui parlent d'anorexie et de boulimie. Donc on peut parler, et certains le font, de pro-ANA. On peut parler aussi de ANA-MIA, pour prendre en compte ANA, c'est l'anorexie, MIA, c'est la boulimie. Et notre approche consiste à prendre en compte les usages et les sociabilités du web. Donc se centrer spécifiquement sur les usages pour parler des interactions en ligne de personnes atteintes de troubles alimentaires. Nous sommes là face à une galaxie de blogs, de forums, de sites web et de profils dans des réseaux sociaux qui sont avant tout des sites de partage et de témoignage. Quand je parle de partage et d'informations, parfois d'informations relatives aux troubles alimentaires, parfois d'informations relatives au monde en général et au monde des personnes atteintes de ces troubles, et de témoignages de vie. Alain a déjà parlé de carnet de régime, mais on a aussi évidemment des témoignages qui relèvent vraiment du vécu de ces jeunes et, dans certains cas, moins jeunes, anorexiques et boulimiques. Donc là, on est tout de suite face à la question de la pertinence du qualificatif pro-ANA, qui est un qualificatif qui s'est imposé en tant que label, en tant qu'étiquette, dans les discours médiatiques, dans le débat public, parfois utilisé de façon péjorative, donc pour stigmatiser aussi certains comportements, parfois effectivement pour dénoncer des formes qui vont jusqu'à l'apologie du choix d'être anorexique ou de la défense de l'anorexie ou de la boulimie en tant que style de vie. Mais par-delà la stigmatisation, on assiste aussi à un double mouvement, c'est-à-dire un mouvement de revendication du label et du qualificatif pro-ANA par les sujets mêmes, par les auteurs et les contributeurs mêmes de ces sites. Ce qui, d'un certain point de vue, ne représente pas vraiment une nouveauté, parce que les études sur les subcultures qui existent depuis des décennies nous montrent qu'il y a des formes d'appropriation et de revendication, même des labels négatifs, de la part de certaines, et on va le dire ça entre guillemets, subcultures qui se considèrent comme déviantes ou qui sont considérées comme déviantes dans les contextes sociaux d'appartenance. Mais donc pour le phénomène pro-ANA, pour les sites web liés aux troubles alimentaires, sommes-nous face à une subculture déviante à proprement parler? Sommes-nous face à un mouvement, comme certains l'ont dit, donc un mouvement doté de son idéologie? On va voir qu'en réalité, le sujet est beaucoup plus complexe que cela, et qu'on peut parler difficilement de mouvement et on peut parler difficilement de subculture à proprement parler si on se concentre, comme nous on l'a fait, sur les usages. Parce que dans les sites web, ou plutôt les sites web qui peuvent être définis comme pro-ANA, au fait, n'existent pas dans un espèce de vide sur le web. Ils ne surgissent pas nulle part, enfin, ou alors au centre d'un vide, d'une terra incognita. Ils sont entourés par d'autres sites. Ils sont entourés par d'autres sites et ils s'inscrivent dans ce que je vais définir comme un continuum d'usage. Les usagers même, bien sûr, vont sur des sites ANA et MIA, donc d'anorexie et de boulimie, mais en même temps, ils naviguent aussi dans des sites de santé et ils passent sans problème de sites de santé à des sites qui sont proprement pro-ANA, des sites minceurs, des sites beauté. Donc il y a une continuité de tous ces sites-là. Et on ne peut pas comprendre les uns sans comprendre les autres. On ne peut pas exclusivement se concentrer
en plus en les stigmatisant sur les sites pro-ANA, sans aussi considérer les sites de santé, les sites de penseurs, les communautés de patients, de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, les sites de loisirs et de jeux, parce qu'en plus on a affaire souvent à des jeunes utilisateurs, des sites qui sont des réseaux sociaux et numériques et des plateformes de socialisation ou de chat, donc d'échanges en ligne. Tous ces usages deviennent un écosystème dans lequel le phénomène ANA-EMIA, donc des sites anorexiques et boulimiques, s'inscrit. Et nous devons donc analyser cela comme un ensemble d'usages, un continuum d'usages. J'insiste sur cette formule. Mais regardons ensemble quelques exemples. Quel type de site web on rencontre en ligne quand on s'attaque à regarder et à analyser la communauté ANA-EMIA? Un premier type de site, une première catégorie, est représentée par les pages personnelles et par les blogs. Là, vous en voyez un exemple anonymisé. C'est un blog d'une adolescente qui emploie, pour parler de ses troubles alimentaires, de son vécu, de ses détresses et de ses problèmes, mais aussi de ses joies et de ses enthousiasmes, qui emploie tous les codes esthétiques et les codes de communication typiques de cette forme qui est le blog, qui se met en avant en montrant une image de son visage, là un peu flou pour des questions d'anonymisation, qui emploie un ensemble de codes esthétiques qui sont propres aussi à son âge. Hello Kitty, la petite fée, laquelle représente la fée Anna, donc c'est la fée de l'anorexie, entre guillemets, des papillons partout, du rose, voilà. Enfin, donc, classiquement, on est là face à un blog qui pourrait être un blog comme les autres. En détail près, c'est un blog qui parle de troubles alimentaires. Mais on ne peut pas comprendre ce blog-là si on ne comprend pas aussi comment on se sert de ces sites. Et d'autres sites aussi. Il y a des sites qui sont plus spécifiques, et qui sont plus intéressants aussi, parce que là, ils relèvent effectivement d'une autre démarche. On appelle ces sites, on en rencontre peu en France, mais dans d'autres pays du monde, on en rencontre davantage, les universités d'ANA. C'est des sites répertoires, des sites de ressources qui, en gros, sont structurés comme des écoles, donc des universités dans lesquelles on a des modules. Vous pouvez télécharger des modules pour apprendre à être anorexique, entre guillemets. Mais qu'est-ce que ça veut dire, apprendre à être anorexique? Eh bien, dans certains cas, justement, et là, effectivement, on parle justement des postures les plus radicales du pro-ANA, il s'agit vraiment d'apprendre les ruses pour cacher, par exemple, un trouble alimentaire ou alors pour continuer à entretenir un trouble alimentaire. Mais dans d'autres cas, et ça, effectivement, fait changer notre perception et rend beaucoup plus complexe ce phénomène, on a affaire à des sites répertoires, donc d'autres universités d'ANA, qui, en gros, proposent des véritables formations sur les troubles alimentaires avec de l'information médicale. Là, vous voyez, par exemple, un exemple américain dans lequel vous pouvez télécharger des modules pour vous renseigner sur les troubles alimentaires du point de vue de la nutrition, du point de vue psychologique, du point de vue aussi de quel est l'effet de l'anorexie et de la boulimie sur votre corps. Donc là, on est face effectivement à quelque chose qui brouille complètement notre perception et aussi nos, disons, prénotions, parce qu'on se retrouve devant à quelque chose qui change et qui va vers aussi l'information médicale et peut-être vers la guérison. Mais avant de parler de ça, regardons encore d'autres pratiques qui sont typiques et d'autres usages qui sont typiques de ces sites. Dans des sites web pro-ANA, normalement, vous pouvez avoir une section forum, qui est une section discussion, on va en parler, mais aussi une section Teenspo. Teenspo veut dire Teenspiration. Alain vient de citer ce terme. Teenspiration veut dire l'inspiration à maigrir. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'échange plus ou moins ritualisé d'images qui sont des images souvent retouchées, photoshopées, on dit, de mannequins, et qui sont des images qui sont tirées de la presse glamour. Donc on a le premier type de Teenspiration, représentation et partage de l'idéal de beauté représenté par le glamour. Et là, effectivement, c'est des images qui sont prises de médias généralistes. Mais on a aussi un autre type de Teenspiration amateur.
Donc des images de ces utilisateurs mêmes qui s'affichent à différents stades de leur trouble, ou alors, certains cas, il dirait même de leur évolution vers un corps parfait, mais encore. Il faut vraiment s'interroger sur l'extrême ambiguïté de leur manière de prendre en compte leur propre maladie, parce que parfois, évidemment, ils la décrivent comme une maladie, parfois, ils la décrivent comme une recherche de perfection. Cette complexité, on la retrouve aussi, par exemple, dans les forums de discussion, qui, par exemple, proposent des codes de communication qui sont typiques d'autres forums d'Internet. Là encore, on est face à ce continuum d'usage. Là, par exemple, vous voyez un exemple anglophone. Le premier message est le message d'une nouvelle arrivée. Une newbie, on dirait, donc une fille anorexique qui vient de débarquer. Elle déclare être anorexique depuis 4 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Si vous regardez en haut, qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle arrive? Son premier message, elle se présente, elle dit son nom, qui a été anonymisé, et après, elle donne ses stats. Les stats, c'est les statistiques. Si vous connaissez un peu les forums de joueurs de jeux vidéo, vous savez aussi que les joueurs de jeux vidéo, eux aussi, ils donnent leurs stats en se présentant. Mais ils disent combien d'ennemis ont tué, combien de points ont gagné, etc. Mais là, par contre, les stats dans un forum anorexique, c'est d'un autre type. On donne d'abord taille, et après on donne CW, LW, HW, GW. Qu'est-ce que c'est ça? CW, c'est current weight, donc mon poids aujourd'hui. LW, c'est low weight, le minimum que j'ai à temps. HW, c'est high weight, donc le maximum que j'ai à temps. GW, c'est goal weight, mon poids objectif. Vous voyez que le fait de décliner ces statistiques relève effectivement de la recherche d'un positionnement social dans un environnement qui est un environnement de sociabilité en ligne. On cherche en gros à affirmer d'abord, ça c'est moi, ça c'est mes aspirations, ça c'est ce que je suis aujourd'hui, ça c'est mon patrimoine ou mon capital, si vous voulez, au départ, et je cherche à rentrer, à intégrer ce cercle social, ce contexte social qu'est ce forum. Regardez aussi, par exemple, le petit avatar, donc la photo qui représente cette utilisatrice. Peut-être c'est un peu petit, mais je vous la décris. C'est l'image d'une campagne britannique très célèbre en gros, dénonciation des troubles alimentaires. C'est une fille très maigre qui se regarde dans la glace et qui soit très enrobée. Donc, le fait d'avoir choisi cet avatar-là, de la part de cette jeune utilisatrice, c'est une manière de dire « je suis encore en transition, j'ai une certaine duplicité ». Je me positionne à l'intérieur de cet environnement social en montrant mes contradictions. Et quelque chose qui démontre aussi sa position au centre de cet environnement social, c'est ça, post one. Elle a envoyé un seul message. Alors que, là on ne le voit pas, mais donc la personne qui lui répond, est l'administratrice du site. Elle s'affiche avec un avatar qui est un mannequin sublime, donc quelqu'un qui a choisi vraiment une image plutôt idéale de beauté. En plus, justement, elle se présente comme l'administratrice. Elle dit, attention, le site a changé de position et donc il faut plutôt aller à cette adresse-là. Et en plus, elle a, et c'est marqué en bas de son image, elle a un capital social plus important parce qu'elle a 2400 messages publiés. Donc la question est que le fait d'être dans un continuum d'usage veut dire aussi que certaines postures radicales s'accompagnent aussi de postures moins radicales, parfois d'invitations à la guérison et au suivi médical. On a de plus en plus de littérature scientifique qui démontre que les communautés pro-ANA ne sont pas exclusivement des communautés dans lesquelles on prône les troubles alimentaires ou on les présente sous un jour valorisant. Parfois, justement, peuvent être aussi des communautés dans lesquelles on commence à développer la conception de la possibilité d'une guérison et dans lesquelles les ressources peuvent aller dans le sens de diriger vers des centres de prise en charge ou de suivi médical. Donc, mais à quel moment s'affirme l'une ou l'autre orientation? À quel moment s'affirme l'une ou l'autre opinion? Comme dans tout dans toute émergence d'opinion sur le web,
l'effet de la socialisation de ces usagers, en gros, avec qui ils interagissent, eh ben, c'est très important. Donc il faut aussi regarder la sociabilité et voir quels sont les liens d'amitié, les liens d'affinité qui se créent à l'intérieur de ces communautés. En gros, qui peuvent être les règles ou les formes d'influence sociale qui s'installent. Et à mon avis, ce n'est pas exagéré de parler d'amitié parce que pour les jeunes et pour les jeunes adultes et aussi pour les moins jeunes aujourd'hui, la formation de relations humaines, la formation d'amitié, de proximité émotionnelle passe aujourd'hui de plus en plus par les technologies de l'information et de la communication. On échange via des dispositifs mobiles ou sur le web pour rencontrer de nouvelles personnes, pour créer des liaisons qui peuvent devenir des liaisons progressives, c'est-à-dire on se rencontre d'abord dans un réseau de socialisation en ligne, après peut-être on peut poursuivre. Mais donc fréquenter ces sites ANA, et ça, c'est aussi quelque chose dont on va parler dans d'autres sessions de la journée d'aujourd'hui. Fréquenter ces sites ANA et MIA peut servir pour développer des ressources relationnelles et du capital social. Et donc du capital social à l'intérieur de ces communautés, mais aussi à l'intérieur du monde social de chaque utilisateur au sens large. Paola Tubaro va parler de cet aspect plus en particulier aujourd'hui. Je vais seulement terminer mon intervention en vous proposant un angle d'interprétation du phénomène pro-ANA, ou plutôt du phénomène ANA et MIA, donc de l'anorexie et de la boulimie et des autres troubles alimentaires, en passant par la question de la désintermédiation médicale. En réalité, quand on dit que, je l'ai dit au début, quand on dit que ces sites pro-ANA s'inscrivent dans un continuum, on cite tout de suite les forums de santé, les communautés de patients, les pratiques alimentaires et les pratiques de santé qui passent par le web se présentent comme des pratiques qui proposent un partage horizontal de savoir, de compétences. Et certains parle aussi de refus de l'intermédiation médicale. On en parle évidemment pour parler du pro-ANA, donc c'est des gens qui se mettent dans une distance critique vis-à-vis de la médecine, peut-être qu'ils la refusent parfois carrément, parfois qu'ils la mettent à distance, mais peut-être à un certain moment décident aussi de négocier avec eux, et on va voir que c'est effectivement le cas. Mais cette question du refus de l'intermédiation médicale est peut-être plus vaste. Parce que là, on est face aujourd'hui à un changement de paradigme dans notre rapport au niveau de nous en tant que société, donc pas seulement le petit groupe des pro-ANA en ligne, face à un changement de rapport vis-à-vis de l'autorité médicale. On assiste depuis la naissance de l'informatique médicale et aujourd'hui avec ce qu'on appelle la médecine 2.0 à la poussée, la montée en puissance des communautés en ligne de patients. On assiste à ce que certains, même dans le domaine médical, appellent désintermédiation médicale. Donc le médecin n'est plus le seul intermédiaire entre le patient et son propre corps. Mais il y a d'autres intermédiaires. Justement, les communautés de patients sont des intermédiaires de ce type. Donc certains parlent de désintermédiation, certains parlent de apomédiation. Apomédiation veut dire une médiation dans la distance. Donc le médecin est lui présent, oui, il est encore là, mais il s'inscrit donc dans une pluralité d'acteurs. Et ce qu'on voit aujourd'hui est une problématique plus vaste, et que cette mise à distance de l'autorité médicale dans les sites web ANA et MIA et aussi dans le contexte plus vaste de l'expérience de la maladie aujourd'hui relève d'une problématique plus vaste, d'un processus aussi de démocratie sanitaire qui, par exemple, en France, a été affirmé d'une manière assez forte par la loi de 2002, la 303 de 2002, qui est justement une loi qui insiste beaucoup sur la capacité des patients à déterminer leurs propres soins, leur propre parcours de soins. Et donc on est face à des dynamiques plus vastes au niveau social et collectif de autonomie et de capacitation, de empowerment du patient. Et donc le patient qui se transforme en interacteur de sa propre santé et de celle des autres à travers les usages participatifs. Il devient un acteur de sa santé parce qu'il peut décider davantage pour soi-même, il peut choisir parfois le chemin qui est le sien,
Et on en voit en gros une manifestation qui est parfois extrême et qui est parfois extrêmement provocatrice dans les communautés pro-ANA, qui, dans certains cas, justement, mettent à distance l'autorité médicale. Mais donc voilà, pour résumer, tout ce qu'on a vu à propos des communautés anamia doit être plutôt interprété comme, disons, le symptôme d'une transformation plus profonde de notre rapport collectif à la santé et au suivi médical. Et j'ai terminé, je vous remercie. Et je passe la parole.